Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. Nous commençons par un état des lieux sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo. On note une baisse de 5% en 2 ans. Les chiffres étaient publiés par les autorités du pays impliquées dans ce combat au cours d'une conférence de presse sur le plan stratégique des FARDC dans la lutte contre les violences sexuelles. L'occasion pour la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant de revenir sur les causes de cette baisse. Fezamika pour le reportage. C'est probablement un signe positif de moralisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo si l'on se fie aux statistiques rendues publiques sur les auteurs des violences sexuelles en RDC durant 3 ans. Le pourcentage des militaires violeurs est passé de 13% en 2011 pour 8,5% en 2013. Des chiffres qui illustre les efforts fournis au sein de l'armée de la police nationale congolaise, a souligné la ministre du Genre et de la Famille lors de la présentation du plan d'action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles. Comparé aux statistiques de 2013, pour les miliciens, nous sommes à 54,9%. Pour les civils, excusez-moi. Pour les miliciens, nous sommes à 36,6%. Et pour les FARDC, nous sommes à 8,5%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les efforts qui sont fournis dans le corps des civils, des FARDC de la police nationale produisent des fruits, produisent des résultats. Par ailleurs, le taux des miliciens reste élevé. 26% des viols en 2013 sont attribués aux groupes armés. Et pour la ministre du Genre, il appartient à la communauté internationale de mettre fin aux agissements de ces forces négatives. Nous voulons que l'impunité cesse au sein des pays qui instrumentalisent les groupes armés chez nous. Et aussi qu'on punisse, conformément aux différents rapports d'experts des Nations Unies, les multinationales qui entretiennent les milices chez nous pour exploiter illicitement nos mineurs. Ça, c'est très important. L'on espère qu'avec la mise en place du plan d'action des FARDC contre les violences sexuelles et l'implication de la communauté internationale, la République démocratique du Congo va redorer son image, longtemps ternie suite au taux élevé des violences sexuelles. C'est un pas franchi qui ne laisse pas indifférent le commun de mortels. Autant il salue cette avancée, autant il plaide pour l'élimination de ce fléau. Ce qui est à 13%, qui est à 8%, c'est quand même bien. Mais aussi, si avant nous avions 13%, aujourd'hui 8%, c'est bien. Je demande juste aux autorités de ne pas baisser les bras. S'ils multiplient les efforts, on risquerait même d'atteindre moins de 8%. Je me réjouis abondamment parce que ça diminue et les conséquences qui surviennent de cette action là-bas sont nombreuses et multiples vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la société. Ça a baissé. Il faudra continuer sur cet élan-là, coup de chapeau au pouvoir en place. C'est une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter. Alors il faut continuer sur cette lancée. Ça doit être une action menée en amont. Il faut continuer pour qu'on puisse arriver à l'éradication totale, sinon amoindrir le pourcentage davantage. Vous le savez, Madame Janine Mabunda est conseillère du chef de l'État en matière des violences sexuelles. À l'occasion de sa sortie face à la presse, nous en avons profité pour en savoir un peu plus sur son canevas. Madame Janine Mabunda est devant le micro d'Alain Mbouma face à la caméra de Lindel Kitsangi. Il faut aider non seulement l'armée, mais les Congolais dans la justice civile qui font aussi un travail extraordinaire, à porter ces faits à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. Ne peut-on pas obtenir de tous les acteurs sur le domaine de la lutte contre l'impunité que tous ces violeurs qui vont être protégés dans les pays voisins puissent aussi répondre des actes qu'ils ont commis? Alors là, la responsabilité, elle est à la fois en RDC, mais elle est à la fois aussi avec nos voisins et les différents acteurs. C'est ça le sens de ma mission. Mais nous sommes debout. Et à Goma, comme dans toutes les autres villes du pays, nous avons vu des femmes debout.
Et le message de cette mission, c'est de dire, nous voulons des femmes congolaises debout, nous ne voulons plus des femmes congolaises à genoux et qui pleurent. Et donc je crois que c'est ça le sens de la mission, et je pense que, en ce qui concerne quel est mon cahier des charges, qui ne sera pas différent de celui de la République démocratique du Congo dans toutes ses institutions, autour de la prévention, de la communication, de la répression, de la réinsertion économique et de la réparation judiciaire. Autre mal qui ronge la jeune fille quinoise, c'est le travail des mineurs, précisément à la veille même de la rentrée de classe. Le sujet a fait l'objet de In situ que vous présente Alain Bouma. Dans quelques jours, les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Le gouvernement congolais a même lancé une campagne d'inscription des filles et garçons à l'école. Fort malheureusement, certaines filles se prennent en charge pour ne pas manquer à ce grand rendez-vous en se donnant à des activités génératrices d'argent. J'ai 13 ans. Je vends les verres et les arachides. Si je ne vends pas, je n'aurai pas d'argent pour payer les frais scolaires. J'ai 14 ans. Je vends dans un restaurant. Je l'ai fait pour avoir un peu d'argent des frais scolaires. Mon père est musicien, ma mère vend des chikwang. Ça fait 2 ans que je vends les œufs. J'aime ce boulot. Je vends des légumes pour m'acheter de vêtements. J'ai 11 ans. Et pourtant, la loi congolaise interdit le travail des mineurs. Les coupables sont vite indexés. Les filles mineures se débrouillent. C'est tout simplement parce qu'elles sont pauvres. Les parents n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Quand vous voyez les enfants se promener, chercher à vendre pour gagner quelque chose, c'est que l'État ne fait rien, il ne fait pas grand-chose pour pouvoir les prendre en charge. On doit arranger la bourse familiale, on doit arranger la situation des parents pour que ceux-ci puissent prendre en charge leurs enfants. Résoudre la question d'emploi des parents, la précarité de la vie, en ce moment-là, vous aurez en fait résolu, trouvé la solution pour les enfants, des petites filles qui vont effectivement se débrouiller. C'est les parents qui sont des missionnaires, l'État est aussi des missionnaires, n'est-ce pas? Et l'environnement dans lequel les enfants évoluent. Donc il faut arriver à décortiquer ces différents facteurs, proposer une thérapeutique appropriée afin d'éradiquer le phénomène. Mais je te dirais d'emblée que le phénomène ne sera jamais éradiqué définitivement. Il faut aller à pallier. Par exemple, l'éducation des enfants en général, des jeunes filles en particulier, s'avère très important pour le développement d'un pays. Que chacun prenne sa responsabilité. Est-il possible d'aider ces enfants à retrouver le cours normal de la vie, mieux à jouir de leur enfance? Et quels sont les remèdes? C'est la question que Déby Mwanda a posée à certains parents. Si l'État rémunérait nos parents, ça serait une bonne chose. Actuellement, nous les femmes, nous ne rêvons que pour épauler nos Créer des emplois. L'État doit créer l'emploi. L'État doit financer la classe moyenne. L'État doit créer des conditions afin que les parents, n'est-ce pas, travaillent. Et travaillent et soient bien rémunérés. Nous allons faire un zoom sur un métier qui est loin de se féminiser. En tout cas, les femmes cordonnières ne courent pas les rues à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et Bibiche Kingombe, justement, en a déniché une, dont voici le portrait. La cordonnerie séduit-elle aussi les femmes? C'est la question au regard du dévouement de cette femme. Raccommoder ou fabriquer des chaussures cesse de demeurer l'apanage des hommes pour être exécuté avec dextérité par la femme. Marie-Jeanne Ngobe est cordonnière de carrière. Pour elle, c'est un don du ciel. Quant à moi, c'est un don parce que à la famille, nous sommes des métiers. Et j'avais une sœur qui est déjà morte. Quand j'étais chez moi, elle réparait, elle raccommodait bien la chaussure. Donc, elle faisait bien la couture. À ce moment-là, j'étais fatiguée parce que j'ai travaillé comme secrétaire quelque part.
Bon, j'ai quitté le boulot, je n'avais rien à faire. Elle, à la maison, m'a donné le goût des métiers. Comme je suis déjà dans cette famille, alors j'avais opté pour la menuiserie. Ça n'a pas tenu, aujourd'hui je suis dans la cordonnerie. Alors que certaines personnes s'imagineraient les postes dans des entreprises publiques ou privées, Marie-Jeanne trouve en la cordonnerie un métier noble. Un bémol dans le travail de la cordonnière, c'est le manque de financement, alors que là... La cordonnerie, c'est un métier noble. Nous sommes très importants, tout le monde a besoin de nous. En commençant par la grande classe, moyenne classe, petite classe. Même les nouveaux-nés, il a besoin d'un cordonnier. Mais vu la conjoncture de notre pays, nous ne nous sortons pas avec ces métiers. Mais si le financement est là, on peut s'en sortir. Parce que d'ailleurs, je vous ai dit que c'est un métier noble. Nous fabriquons. Ce qui nous manque, c'est la possibilité. Or, s'il y avait le financement, vous allez trouver ici, il y a d'autres personnes qui seront ici, il y aura beaucoup de fabrications, toutes sortes. Bon, c'est l'argent qui nous manque. La question de savoir si un autre métier la tenterait-il, Marie-Jeanne considère la cordonnerie comme étant son métier à vie. Ce métier va m'enterrer. Ce métier a fait que ce que je suis. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis respectée par les gens. Les gens me respectent beaucoup à cause de ces métiers. Il y a certaines femmes, quand elles me voient comme ça. Auparavant, c'est manqué de moi. Mais cette femme, j'étais dehors. D'abord, on m'a démoli, j'ai travaillé dehors, en plein air, comme ça, les gens me regardaient. Alors, d'autres femmes, ça leur écœurait d'avoir une femme comme ça, en train de travailler dehors. Mais, quand elle passe, elle me trouve peut-être en train de causer avec quelqu'un, elle s'imagine directement, c'est une femme intellectuelle. Ça, c'est les dons que Dieu m'a donnés. En dehors de ça, j'ai quand même étudié. Je suis cultivée. C'est ça, je suis fière de mon métier. Elle a choisi, elle aime ce qu'elle fait, la science et l'art dans la cordonnerie. Voilà un créneau pour l'épanouissement d'Ingobé, une femme d'exception. À travers elle, il n'y a pas de sous-métier. Elle attend d'être sollicitée, surtout avec le retour de la pluie. Il faut emprunter le bon chemin pour rencontrer cette cordonnière et bénéficier de ses services. C'est ce qu'affirme le commun de mortels, en même temps qu'il encourage la bravoure de celle-ci. Une cordonnière, je n'ai jamais vue. J'ai juste entendu parler. J'aimerais la rencontrer pour la féliciter. J'ai entendu parler, je n'ai pas encore vu. C'est un métier qui est dans notre mentalité, un métier qui est réservé aux hommes. Une cordonnière, une femme. Une femme. Je n'ai jamais vu. Jamais entendu. Jamais. Moi, je n'ai pas encore rencontré une cordonnière. Je ne vois que des cordonniers. Fin de cet essentiel des femmes. Merci de nous avoir suivis. Bonne application à tous les élèves de la République démocratique du Congo. Au revoir.